Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre second webinaire. J'espère que tout le monde nous entend, normalement sans couper, pour nous faciliter la tâche d'un point de vue sono. Donc, deuxième webinaire sur l'audit de surveillance. Alors, qu'est-ce qui ne change pas par rapport au premier? En fait, l'équipe qui est avec vous aujourd'hui, donc, Benjamin, que l'on ne voit pas à l'écran, à la technique est en face de nous, et bien sûr Raphaël et moi-même, et on se représentera dans quelques instants, bien évidemment. 1 heure à passer avec vous. Ce qui a changé, par contre, on a fait quelques mises à jour du support de webinaire par rapport à la première séance, en nous nourrissant en fait des questions posées lors du premier webinaire et surtout en nous nourrissant aussi des questions que nous posent en direct les prestataires certifiés avant la programmation de l'audit de surveillance. Vous aurez également dans ce webinaire une nouveauté en toute fin de webinaire, juste après que nous parlions des logos. On fera un point sur ce qu'on appelle le collecteur. Le collecteur, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la remontée des certifiés qui est en cours de mise en place auprès de la DGEFP et qui sera actif officiellement à partir de début janvier. Et nous verrons que c'est quelque chose de très important pour les certifiés. Et on va y revenir donc en toute fin de webinaire. Donc, on passe la table des matières. Nous rappelons bien sûr que le webinaire est enregistré, qu'il sera rediffusé par Benjamin en replay et que vous aurez bien évidemment également accès au support de cette présentation. Alors, qui avons-nous aujourd'hui? Raphaël à ma droite, toujours à ma droite d'ailleurs. Toujours. Alors, Raphaël. Alors, bonjour Marc, bonjour à tous. Alors, je suis Raphaël de Saint-Méros, chargé de mission qualité à l'ISQ. Donc, j'assiste la direction qualité dans ces missions qui consistent essentiellement à vérifier la bonne application de la norme 17065, norme selon laquelle nous sommes accrédités pour attribuer ces fameux certificats Calliope. Et donc, voilà, l'essentiel de mon activité est de, comme vous, un peu suivre un référentiel et l'appliquer du début à la fin pour être sûr de travailler comme il se doit. Merci Raphaël et toujours comme depuis maintenant un certain nombre de webinaires, donc Marc Verger, tout autant instructeur pour le PQF, auditeur pour Calliope, en charge des opérations et du développement à l'ISQ. Et j'imagine que derrière l'écran, je ne vous vois pas tous, qu'il y a un certain nombre de personnes que j'ai dû croiser lors de mes différents voyages et audits. Un petit point aussi, une nouveauté, on lancera au fil de l'eau pendant ce webinaire 4 mini sondages, hein, donc petites questions, soit à choix unique, soit à choix multiple. Et bien, nous apprécierions de pouvoir compter sur votre contribution lorsque ceci sera le cas. Alors, eh bien, on va se lancer sans plus attendre. Alors, pour commencer, à qui est destiné ce webinaire? Alors, on a ici la vue d'ensemble du process de certification et clairement aujourd'hui, le webinaire est plus particulièrement à destination, bien sûr, de tous les prestataires qui ont bénéficié d'un audit initial et qui sont certifiés et qui ont peut-être même sollicité soit un audit d'extension de catégorie ou un audit d'extension de site, là aussi certifié, puisque clairement, nous orientons sur eh bien, le point intermédiaire qui est l'audit de surveillance. Alors, pourquoi avoir décidé de mettre en place cette série de webinaires sur l'audit de surveillance dès maintenant? Dès maintenant, pourquoi? Bien, clairement, en 2021, focus sur les audits initiaux, tant pour les prestataires que pour les certificateurs. On ne vous cache pas que les plannings d'ici la fin de l'année sont extrêmement chargés, très peu de place. On peut encore accueillir quelques audits initiaux, mais vraiment à la marge. 2021 a été aussi pour l'ISQ un temps pour bien penser les process et la mise en place des audits de surveillance, et on en reparlera plus concrètement un petit peu après. Et enfin aussi, en sachant que 2022, puisqu'on va bientôt basculer sur la nouvelle année, eh bien, le focus sera sur la mise en œuvre des plans d'action pour ceux qui ont des non-conformités et surtout la programmation de l'audit de surveillance. Alors, comme vous le savez, la crise sanitaire a un petit peu chamboulé les choses et des amendements législatifs ont lieu. Quels sont les impacts de ces amendements sur le cycle de certification et sur l'audit de surveillance?
Alors c'est vrai, le gouvernement, y compris hein, pour ce qui est de la certification Calliope, a apporté quelques aménagements. Pour les certifiés 2019 et 2020, eh bien, vous bénéficiez d'une année bonus, donc ce n'est plus 3, mais une durée de vie de 4 ans pour la certification, ce qui veut dire que potentiellement les premiers audits de surveillance auraient pu intervenir dès le mois de mars 2021. Et pour ceux qui ont été certifiés en 2020 au mois de décembre, eh bien, ils devront réaliser leur audit de surveillance au plus tard en avril 2023. Alors que, par contre, pour ceux qui ont été certifiés en 2021 et qui le seront d'ailleurs peut-être même en 2022 ou après, on revient sur le texte de loi initial qui prévoit un audit de surveillance entre le 14e et le 22e mois suivant l'obtention de la certification. Et on insiste, c'est bien la date d'obtention de la certification, ce n'est pas la date de demande d'audit, ce n'est pas la date de l'audit en lui-même, mais bien la date de certification. Et très concrètement, eh bien, les premiers audits de surveillance devraient pouvoir commencer à partir du mois de mars 2022 pour les certifiés du mois de janvier 2021 et iront au plus tard au mois d'octobre 2023 pour ceux qui seront certifiés au mois de décembre. Nous avons un dernier comité de certification prévu le 29 décembre de cette année. Donc, il y aura également des certificats sous le sapin et juste après, avant qu'on enlève le sapin. Alors, j'en profite tout de suite, peut-être un premier sondage à lancer, très simple, un Calliope en un mot. Eh bien, on vous laisse cliquer, répondre. Allez-y, n'hésitez pas. On vous laisse là-dessus, bien évidemment. Alors, la petite souris. Eh bien, qui est responsable de donner le top départ de cette audit de surveillance? Alors, c'était une question récurrente qui est intervenue lors du précédent webinaire. Comment va se passer le processus? Eh bien, en fait, l'idée, c'est que l'ISQ se veut proactif. Concrètement, depuis le mois de novembre, nous sollicitons par mail 2 mois avant le 14e mois, donc qui est le début de la période de programmation, l'ensemble des certifiés. Il y a derrière prévu des relances par mail à un mois après et également 2 mois après, couplées avec des relances téléphoniques. Bien sûr, les prestataires que vous êtes, vous pouvez tout à fait nous solliciter sans attendre que nous prenions contact avec vous. C'est le cas pour beaucoup de groupes d'éducation multisites et ou multimarques qui veulent avoir une programmation, je dirais, identifiée bien en amont pour l'ensemble de leurs sites et de leurs entités. Et un point important ici, il est vrai qu'idéalement, il faudrait malgré tout programmer de réaliser l'audit de surveillance 2 mois avant la fin de la période, qu'elle soit de 22 ou de 28 mois en fonction de vos dates de certification. Merci Marc. Quels sont les éléments préparatoires en amont de l'audit? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, très concrètement, dès lors qu'on vous aura sollicité par mail, vous allez être amené en tant que certifié ISQ, et chaque certificateur a bien sûr son process, mais pour l'ISQ, on va vous demander en fait de confirmer et vérifier les informations dont nous disposons et de nous préciser également, dans le cadre d'un formulaire qui sera remplissable en ligne, de nous faire part de toutes les évolutions majeures que votre organisme aurait pu connaître depuis la date de la certification. Vous auriez peut-être pu nous les communiquer en amont, mais en tous les cas, à minima à ce moment-là. Ça va nourrir en fait une double analyse de risque, une analyse de risque qui va être réalisée par l'ISQ, une analyse de risque qui va être réalisée par l'auditeur, et c'est de cette analyse de risque des résultats de votre audit initial que l'auditeur, une fois que la date aura été déterminée et l'auditeur choisi, vous adressera, comme pour l'audit initial, eh bien, un plan d'audit qui vous précisera exactement ce sur quoi vous serez audité, et on va y revenir un peu après. Et donc là, l'audit de surveillance pourra avoir lieu tout autant en présentiel et ou en distanciel. Et quelles sont les sources d'informations que nous avons à disposition? Alors, petit clin d'œil à notre indicateur 23 sur la veille réglementaire et législative sur la formation. Bien évidemment, vous avez l'arrêté du 6 juin 2019, l'arrêté du 24 juillet 2020. Le question-réponse mise à disposition par le gouvernement est également une source riche en informations, et on a identifié ici les questions, plus particulièrement la 1.11, la 1.12, la 2.7, la 3.1, la 3.4 et la 5.6.
qui font référence à l'audit de surveillance. Vous pouvez éventuellement consulter également le programme de certification qui est généralement complémentaire au contrat de certification que vous avez avec l'ISQ ou avec en fait d'autres certificateurs. Et bien sûr, toujours la fameuse V7 du guide de lecture puisqu'elle est toujours en vigueur. Merci Marc. Une petite question pratique avant le... Ouais. Une petite question pratique avant de passer à l'audit de surveillance. Si je souhaite réaliser un audit d'extension, est-il plus judicieux de le faire avant ou après l'audit de surveillance? Alors, on va dire que, je sais pas, c'est une réponse de Normand, peut-être, je crois, l'expression consacrée. En fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il n'y a pas un timing qui est meilleur qu'un autre. En fait, il faut l'étudier au cas par cas. Toujours est-il, pour illustrer ici ce qui pourrait être, en tous les cas, peut-être une règle. On a pris l'exemple d'un organisme qui est, lui, monosite avec un chiffre d'affaires de 750 000 euros. Il a eu un audit initial complet de 2 jours. Il demande une extension parce qu'il souhaite se lancer dans l'apprentissage. Eh bien, s'il le fait avant l'audit de surveillance, l'audit d'extension de catégorie sera de 2 jours et demi. Et l'audit de surveillance qui en découlera sera de 2 jours. Par contre, très clairement, s'il devait inverser, on s'aperçoit que l'audit de surveillance serait de 1 journée et demie et que s'il fait l'extension de catégorie postérieurement à l'audit de surveillance, l'extension serait toujours de 2 jours et demi. Donc potentiellement, sur cet exemple très précis, il vaudrait mieux faire l'audit de surveillance avant. Pour autant, attention, il faut vraiment, je pense, solliciter votre certificateur, échanger avec lui et avec nous et avec nos équipes qui sont à votre disposition pour essayer de déterminer quelle est la meilleure stratégie en fonction de votre situation particulière. Merci Marc pour ce point très intéressant. Pour poursuivre sur l'audit de surveillance, quelle sera la modalité de réalisation de mon audit de surveillance? Alors, la modalité, les textes de loi, si on revient à 2019, audit initial en présentiel, audit de surveillance en distanciel et l'audit de renouvellement à nouveau en présentiel. Donc, en gros, la règle, c'est 2 présentiels et 1 distanciel. L'aménagement législatif dont vous avez pu bénéficier a pu vous amener peut-être à bénéficier cette fois-ci d'un audit initial à distance et auquel cas l'audit de surveillance est de facto en présentiel. Maintenant, il y a quelques exceptions, puisque typiquement l'arrêté du 6 juin dans son article 2 précise que l'audit de surveillance est réalisé sur site dans les cas suivants: signalement conforme aux règles de réclamation définies par l'organisme certificateur, résultat d'une analyse de risque issue de l'audit précédent, et pour les organismes multisites, l'échantillonnage sur un ou plusieurs sites, l'initiative de l'organisme certificateur. Alors, après, on va nous dire, mais qu'est-ce que l'audit, l'analyse de risque, qui est vraiment une question centrale ici? Eh bien, il appartient en fait à chaque organisme certificateur, donc à l'ISQ, eh bien de pouvoir la conduire, et on va en tous les cas prendre en compte un certain nombre d'éléments en fonction de ce que vous aurez partagé avec nous sur vos évolutions, qu'il s'agisse d'une augmentation de votre volume d'activité, du nombre important peut-être de non-conformités que l'auditeur aurait pu constater lors de l'audit initial, quand bien même vous les ayez corrigées et vous ayez pu obtenir ensuite la certification. Les non-conformités majeures méritant ou nécessitant une visite sur site, ça peut arriver. Peut-être une défaillance constatée dans la maîtrise de la sous-traitance et aussi une défaillance constatée dans le rôle de la fonction centrale. Donc, cette analyse de risque pourrait amener l'ISQ à déroger à la règle et imposer aux prestataires un audit en présentiel, y compris sur l'audit de surveillance, même s'il devait être initialement fait à distance. Très bien. Et pour la durée, mon périmètre reste le même? J'ai le même nombre de sites, le même nombre de catégories d'actions. Qu'en est-il de la durée? Alors, c'est vrai qu'à périmètre constant, comme vient de l'évoquer Raphaël, déjà, il faut peut-être regarder la réponse 2.7 dans le fameux FAQ du gouvernement. Et on nous précise bien que l'arrêté ne prévoit pas la transmission d'un nouveau PPF. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand bien même votre chiffre d'affaires est augmenté et ou ait pu se trouver réduit par la crise sanitaire, eh bien en fait, on ne va pas prendre en compte l'évolution de votre chiffre d'affaires pour adapter la durée de l'audit de surveillance. C'est bien le chiffre d'affaires
déclarée et présentée lors de la demande de l'audit initial qui est prise en compte pour le calcul de la durée. Donc, concrètement, la durée de l'audit de surveillance vous a été précisée dans les premiers échanges faits avec votre certificateur et l'ISQ à notre cas particulier, puisqu'on identifiait tout autant la durée de l'audit initial et la durée potentielle de l'audit de surveillance à périmètre constant. Et si au contraire, mon périmètre a changé entre l'audit initial et l'audit de surveillance, quelle sera la durée de cet audit? Alors là aussi, on va avoir une durée qui va pouvoir évoluer. Donc, dès lors que vous avez eu une extension de une ou plusieurs catégories d'actions, donc ça va être pris en compte pour la modification de la durée de l'audit de surveillance. Et si vous avez également demandé des extensions de sites. Donc là, derrière, eh bien, il y aura un nouveau calcul qui va être fait par l'ISQ et il y aura certainement un avenant au contrat qui vous sera adressé pour pouvoir entériner et acter ces modifications qui ont un impact direct sur le périmètre et la durée de l'audit. Quelques exemples? Alors, un exemple ici, très simple, on a pris un monosite qui fait entre 150 et 750 000 euros de chiffre d'affaires. Il a eu un audit initial complet avec une journée et demie. S'il bénéficiait d'un audit aménagé, il a eu simplement une demi-journée. Donc, on voit déjà une grande disproportion entre les deux. Pour autant, l'audit de surveillance, là, eh bien, tout le monde revient dans le même giron et l'un comme l'autre, quelle que soit la durée de l'audit initial, auront une durée d'audit de surveillance d'une demi-journée. Sur un autre exemple, où là, on a pris un organisme qui a un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 euros. Il est monosite. Il a eu un audit complet de 2 jours ou un audit initial aménagé d'une journée. En ayant demandé l'extension de la catégorie apprentissage 2 jours et demi, eh bien, on a 2 jours pour la surveillance. Et comment calcule-t-on? Il faut se référer en fait à l'arrêté où vous avez la grille de calcul de la durée. Vous avez 1 jour pour la durée de base, une demi-journée pour la catégorie d'action formation professionnelle et une demi-journée pour la catégorie en fait apprentissage. Et donc, nous sommes bien à 2 jours d'audit de surveillance. Tout ceci semble simple, mais cela ne concerne que les organismes que l'on dit monosites. Qu'en est-il pour les multisites? Alors, il est vrai que tout ce qu'on a présenté jusqu'à maintenant fait référence aux organismes monosites. Sur les multisites, c'est une bonne nouvelle, d'après ce que nous rapportent nos certifiés multisites. Autant à l'audit initial, et sans rentrer dans le détail des chiffres que vous avez à l'écran, on travaillait sur la racine carrée du nombre de sites pour déterminer le nombre de jours exacts. Par contre, sur l'audit de surveillance, un seul site, sauf analyse de risque qui nous incite à aller au-delà, mais normalement, nous ne prendrons qu'un seul site lors de l'audit de surveillance et bien sûr, l'audit de la fonction centrale en fera partie. Donc là, un seul site, donc une économie, un gain de temps important potentiellement pour les prestataires. Nous en savons plus maintenant sur la durée et la modalité, mais qu'en est-il de l'auditeur? Qui va nous auditer? Alors, qui va nous auditer? C'est une question tout à fait légitime que de très nombreux prestataires nous posent aujourd'hui. Alors, on va faire un distinguo entre théorie et pratique. La théorie voudrait que nous souhaitons à l'ISQ privilégier l'auditeur qui a assuré l'audit initial ou l'audit d'extension, bien évidemment. Dans la pratique, il se peut que ceci ne soit pas possible pour différentes raisons. Certains auditeurs pourraient ne plus être en activité ou pourraient ne plus être en activité avec l'ISQ. Il se peut que l'audit initial ait été réalisé à distance sans que nous prenions en compte la localisation de l'auditeur et auquel cas, eh bien, faire déplacer un auditeur de Lille à Marseille pourrait présenter quelques inconvénients, on va dire, financiers. Et il se peut aussi que l'ISQ décide d'affecter un autre auditeur au même titre que vous, en tant que prestataire, pourriez solliciter et nous solliciter afin de changer d'auditeur. Pourquoi pas? Tout à fait envisageable. Vous avez parlé d'un formulaire à remplir précédemment. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors oui, ce formulaire est important et on revient à notre fameuse analyse de risque. Dans le formulaire, donc, pour ce qui est de l'ISQ qui est à remplir en ligne, on va vous questionner sur les évolutions juridiques de la structure. Est-ce que vous êtes passé d'une SARL à une SAS ou autre possibilité? Est-ce qu'il y a eu des modifications organisationnelles? Et peut-être d'ailleurs, eh bien, faites-vous aujourd'hui appel à la sous-traitance, ce qui n'était peut-être pas le cas lors de l'audit initial.
Il y a peut-être eu des évolutions matérielles en termes de locaux, de plateaux techniques mis à disposition des bénéficiaires. On va aussi vous questionner sur l'évolution de vos ressources humaines. Alors là j'entends essentiellement côté salarié, bien évidemment. Évolution commerciale, quelle a été l'évolution de votre chiffre d'affaires, même si on ne vous redemande pas un BPF? Est-ce que vous proposez de nouveaux produits, de nouvelles thématiques à vos bénéficiaires? Est-ce que vous êtes mis à proposer des formations conduisant une certification pro reconnue au RNCP, ce qui n'était peut-être pas le cas initial, et auquel cas ceci va vous ouvrir 3 nouveaux indicateurs non audités et éventuellement tout autre changement que vous souhaiteriez partager avec l'ISQ et l'auditeur. Donc c'est vrai que des éléments essentiels qui de toute façon seront repris par l'auditeur lors de l'audit. Et au final, quels sont les objectifs de l'audit de surveillance? L'audit clairement affiché doit nous permettre de vérifier que le référentiel qui est en vigueur est toujours appliqué, bien évidemment. On va porter une attention toute particulière pour ceux qui ont eu des non-conformités à la mise en œuvre des plans d'action sur lesquels ils s'étaient engagés. Alors pour les mineurs, ils s'étaient engagés à les mettre en œuvre. Pour les majeurs, on avait pu observer déjà des éléments de mise en œuvre. Et donc, bien évidemment, c'est l'auditeur qui, lui, va compléter son appréciation avec les éléments administratifs relatifs à votre activité, la conformité au référentiel par l'analyse d'une ou plusieurs actions conduites depuis le précédent audit, bien évidemment. Et on va aussi porter une attention toute particulière aux indicateurs 30, 31 et surtout 32, puisque vous devez démontrer une démarche d'amélioration continue. Donc là, une attention particulière sera bien évidemment portée là-dessus. J'en profite d'ailleurs, lorsqu'on parle d'amélioration continue, de lancer notre deuxième sondage qui est en fait quels sont les bénéfices perçus quant à Calliope. Donc là, réponses multiples possibles. Je le lance et on vous laisse cliquer là aussi pour nous donner votre avis. Et nous, on enchaîne. Alors, en quoi l'audit de surveillance pour les multisites est différent? Alors, il va être, je dirais, semblable et avec une différence majeure, bien évidemment, c'est que plusieurs différences. La première, c'est que quel que soit en fait le multisite, l'auditeur va toujours auditer la fonction centrale. Donc, c'est une ou plusieurs personnes, peu importe l'organisation, mais la fonction centrale va être à nouveau auditée. Et surtout, nous conduirons un audit sur un site qui n'a pas été audité lors de l'audit initial. Il y aura peut-être quelques exceptions qui seront traitées au cas par cas, mais à ce jour, la règle veut que nous choisissions un site qui n'a pas été audité lors de l'audit initial, bien évidemment. Et pourquoi est-ce qu'on doit vérifier la fonction centrale? Eh bien, dès lors que vous êtes multisite, vous devez toujours démontrer, c'est l'article 2 de l'arrêté du 6 juin, que vous avez une fonction centrale qui est toujours active et qui peut assumer ses prérogatives. Et donc, dans quelle mesure pouvons-nous savoir qu'est-ce qui va être audité lors de cet audit de surveillance? Alors, bien sûr qu'on aimerait avoir une réponse très claire à cette question, que va-t-on auditer chez nous? Eh bien, en fait, chacun aura un traitement spécifique. Donc, on parle beaucoup d'individualisation de la formation. On va ici parler peut-être d'individualisation de l'audit. En fait, chaque cas étant spécifique, ça va dépendre de la durée, ça va dépendre du nombre de non-conformités qui auraient pu être constatées lors de l'audit initial ou lors de l'audit d'extension. Ça va aussi dépendre des évolutions que vous aurez partagées avec nous en amont ou que l'on pourrait découvrir en tout début d'audit, peut-être lors de la réunion d'ouverture ou au moment où vous vous présentez. Ça va aussi intégrer, ça par contre c'est systématique, une vérification de l'usage de la marque Calliope et de son logo, et Raphaël en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Pour ceux qui ont eu un audit initial aménagé, eh bien ça va dépendre aussi des indicateurs qui n'auraient pas été audités. Et enfin, pour ceux qui étaient un nouvel entrant lors de l'audit initial, nous serons aussi là attentifs puisque un certain nombre d'indicateurs sont obligatoirement audités puisque repris dans les textes, le guide de lecture, typiquement, vous avez l'indicateur 22 et l'indicateur 32. On nous dit bien que cet indicateur sera audité lors de l'audit de surveillance.
Donc, si je comprends bien, nous avions une situation claire et définie au moment de l'audit initial, mais là, sur l'audit de surveillance, on est plutôt sur du cas par cas. Mais qu'en est-il des indicateurs? Alors, le cas par cas, bien sûr. Alors, idéalement, j'ai envie de dire que pour l'audit de surveillance, potentiellement, vu qu'on est sur un audit complet, tous les indicateurs sont auditables et pourraient être audités, modus vivendi de ma durée, de mes non-conformités observées, de mes évolutions. Donc, potentiellement, l'ensemble des indicateurs. Et il se peut que certains indicateurs ne soient pas audités, et donc c'est à l'auditeur ou au certificateur de fixer ses priorités en fonction donc, de l'analyse de risque qu'on a évoquée jusqu'à maintenant. Quels seront les temps forts de l'audit de surveillance? Les temps forts, et après on arrêtera le deuxième petit sondage juste après cette slide. Les temps forts, en fait, on va retrouver exactement en fait, les mêmes que pour l'audit initial. Vous avez toujours une réunion d'ouverture où l'auditeur va se présenter ou se représenter, présentation de vos interlocuteurs internes qui pourraient être sollicités pendant l'audit. On va revalider quand même le plan d'audit qui vous a été adressé en amont et déterminer le fameux échantillonnage, bien évidemment. Derrière ça, vérification de la mise en œuvre des plans d'action pour les non-conformités, qu'elles soient mineures ou majeures. Toujours un jeu de questions-réponses avec l'auditeur et toujours un besoin de trouver des preuves factuelles, bien évidemment, qui reste une obligation. Derrière ça, eh bien, l'auditeur prendra toujours un petit temps pour lui pour s'assurer qu'il a bien couvert l'ensemble des éléments qu'il devait couvrir lors de son audit de surveillance. Et il y aura toujours une restitution lors de la réunion de clôture, reprise des indicateurs, avis sur la conformité et rappel potentiellement des non-conformités qu'il pourrait constater, qu'elles soient les mêmes que celles constatées lors de l'audit initial ou qu'elles soient peut-être différentes. Et donc, vous avez parlé de non-conformité. Justement, si j'ai des non-conformités à mon audit de surveillance, quelle va être la marche à suivre? L'ISQ s'est voulu très simple. On va reprendre en fait exactement les mêmes délais qui existaient lors de l'audit initial, avec pour les non-conformités mineures. Eh bien, on sait que c'est en tous les cas une prise en compte un partiel, mais qui ne remet pas en compte la qualité de la prestation. Et là, eh bien, en fait, on va être sur un délai de 1 mois pour nous présenter un plan d'action. Et celui-ci pourrait être observé dans sa mise en œuvre lors de l'audit de renouvellement. Et nous garderons le même timing pour la non-conformité majeure. Donc, 3 mois au maximum pour présenter un plan d'action et le mettre en œuvre, en sachant qu'à l'ISQ, nous avons décomposé tout ça en 2 parties. 2 mois vous sont laissés pour définir un plan d'action et le mettre en œuvre, et l'ISQ se donne 1 mois pour vérifier tout ceci. Donc ça n'a pas changé. On reprend exactement ce qu'on a pu avoir lors de l'audit initial, en sachant qu'on a toujours derrière un risque de suspension de certification si les non-conformités devaient perdurer. Et si cette non-conformité constatée est une non-conformité qui a déjà été relevée lors de l'audit initial, qu'est-ce que je risque? Justement, qu'est-ce que l'on risque? On parle beaucoup de risques aujourd'hui. Sur une non-conformité mineure, si elle devait être observée une nouvelle fois lors de l'audit de surveillance, celle-ci sera en fait requalifiée en non-conformité majeure. Et sur la majeure, si elle devait toujours perdurer, par contre là, vous risquez une suspension de la certification avec toutes les conséquences que ceci peut avoir quant au financement public et mutualisé, puisque pour beaucoup, vous êtes allé chercher la certification Calliope dans cette perspective, bien évidemment, de financement. Alors, Raphaël, ce qui est bien, c'est que nous sommes 2, donc il n'y a pas que Raphaël qui pose des questions, mais il va aussi pouvoir y répondre. Ça nous permet de basculer en fait sur la vérification du logo Calliope, qui est un des objectifs, pas le, mais un des objectifs de l'audit de surveillance. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur cette obligation que nous devons respecter, Raphaël? Alors, l'utilisation du logo Calliope est réglementée. Pour cela, nous avons la charte d'usage de la marque de garantie Calliope qui détaille ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Ensuite, l'utilisation de ce logo est contrôlée par l'ISQ de façon aléatoire
nous allons un peu regarder les sites internet de nos certifiés et on constate donc s'il y a utilisation du logo Calliope ou non. Et dans le cas où une utilisation du logo Calliope se retrouverait non conforme, nous informons les organismes que nous avons constaté un usage incorrect du logo et donc nous leur demandons de se mettre en conformité le plus vite possible. En cas de défaut de mise en conformité, nous pourrons procéder à une suspension ou aller jusqu'à un retrait de la certification. Donc on voit clairement l'utilisation du logo est régie. Donc le gouvernement a mis à disposition un certain nombre de documents, mais on voit que la sanction potentielle et jamais observée à ce jour est quand même très importante en termes de conséquences pour le prestataire. Effectivement, donc là, je vais vous détailler un peu plus en détail l'utilisation de ce logo Calliope. C'est essentiel puisqu'en fait, on nous demande qu'est-ce que je peux faire, quel est le logo que je peux utiliser, comment l'utiliser, sur quel document. Donc là, sur les slides suivants, je crois que Raphaël, tu vas nous expliquer un petit peu tout ce que l'on peut faire. Exactement. Donc là, nous avons le logo, une ancienne version et la nouvelle version à droite qui est en vigueur depuis le 7 décembre 2020. On constate que sur le logo de gauche, il manque le bandeau Marianne plus République française. Et donc, ce logo n'est plus d'actualité, il n'est plus bon. Et donc, il n'est plus censé apparaître sur vos supports, quel que soit, peu importe de vos supports. Ensuite, ce logo ne peut pas être utilisé tout seul, car comme vous le savez, Calliope, c'est sur 4 catégories d'actions et vous n'êtes pas forcément certifié sur ces 4 certifications, sur ces 4 catégories d'actions-là. Donc, il est important d'utiliser la mention obligatoire qui est la suivante. La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d'actions suivantes. Et là, vous faites le listing des catégories d'actions pour lesquelles vous avez eu Calliope. Alors, catégorie délivrée, eh bien, on va vous demander de délivrer une troisième fois votre avis, et cette fois-ci non plus sur les bénéfices, mais sur les limites peut-être que vous avez pu percevoir du process de certification, de la certification Calliope. Donc, on le lance et on vous laisse cliquer une nouvelle fois et on enchaîne avec Raphaël sur notre logo. Alors, qu'est-ce que l'on peut décliner? Qu'est-ce que je ne peux pas? Puis-je faire preuve, je dirais, de quelques velléités artistiques? Alors, exactement, sur la déclinaison des catégories d'action, vous avez un peu plus de marge de manœuvre, je dirais. Donc ici, à gauche, nous avons un Calliope tout seul, sans ces catégories d'action. Et là, sur la droite, nous avons le logo Calliope avec les catégories d'action pour lesquelles les organismes ont été certifiés. Donc, nous avons là 3 types de mise en page, je dirais, en italique, en gras, écrit noir sur blanc, écrit blanc sur noir, avec du gras. L'important, c'est que cette phrase-là, la certification qualité a été délivrée, soit de taille équivalente au processus certifié que vous voyez en dessous de Calliope. C'est la seule exigence que l'on retrouve dans les textes. Sinon, au niveau de la police, de la taille, de la position, en dessous, au-dessus, à gauche, à droite, là, c'est comme vous le souhaitez. Bon, on voit donc relativement contraint. Donc, alors, qu'en est-il de tous ceux qu'on voit à l'écran? Alors, c'est là où s'arrêtent les velléités artistiques, comme tu le disais, Marc. Malheureusement, le logo Calliope, vous n'êtes pas autorisé de le modifier de quelque façon que ce soit. Comme vous le recevez, comme vous devez l'utiliser, pas le droit de l'adapter en fonction de la charte graphique de votre organisme ou d'en faire des petits 3D, des images, changer la couleur. Rien de tout ça n'est autorisé, malheureusement. Eh bien, tant pis pour nous. Et donc, quelle est cette dernière version? Alors, un autre point important, c'est qu'il doit toujours apparaître dans son cartouche blanc. Nous avons là, par exemple, une utilisation sur un fond photographique. Donc, pour le faire ressortir, il est important que le logo Calliope apparaisse sur son cartouche blanc. Et il est de même si vous souhaitez, si vous avez un bandeau, un pied de page, par exemple, qui est bleu, qui est jaune, qui est rouge, eh bien, vous devez utiliser le logo Calliope dans son cartouche blanc. Donc, si le fond est blanc, il n'y a pas de souci. Si le fond est coloré, il faut utiliser le fond blanc, même si ça dénote. Pas de transparence pour ce qui est de la charte graphique. On a bien notre cartouche blanc. Et alors, en synthèse, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire aujourd'hui? Alors, ce que vous avez le droit de faire, c'est sur le site internet en page d'accueil. Vous avez le droit d'utiliser le logo Calliope avec la phrase mentionnée précédemment.
donc soit en pied de page, soit en en-tête, sur des onglets dédiés, qui sommes-nous, notre démarche qualité. Là, vous avez le droit de l'utiliser. Je me permets également de rajouter que vous pouvez utiliser pareil en signature de mail. Je pense que vous allez nous le demander dans les questions. C'est autorisé dans les signatures de mail, mais également en précisant les catégories d'actions pour lesquelles vous êtes certifié. C'est obligatoire, peu importe sur quoi vous le mettez. Ensuite, sur un catalogue de formation qui reprend toute votre activité, donc toutes les formations que vous proposez, vous pouvez utiliser en première page. Sur des diaporamas pour présenter votre organisme, par exemple pour répondre à des appels d'offres notamment, c'est autorisé. Et sur des affiches ou des brochures qui mettent en avant donc, votre organisme et son fonctionnement. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est d'apposer le logo sur les plaquettes de formation. En effet, la charte graphique n'autorise pas d'utiliser le logo Calliope pour ce qu'ils appellent une action de formation. Donc, c'est-à-dire une action de formation unique. Si vous faites la plaquette de votre formation parler en public, et ben, malheureusement, vous n'avez pas le droit de faire apparaître le logo Calliope sur la plaquette de formation, car c'est votre organisme qui est certifié Calliope et non vos formations. Et donc, il ne faudrait pas tromper le client. Il est par extension également interdit d'utiliser le logo sur tout type de document lié à une formation en particulier, que ce soit le devis, le contrat, la convocation, la feuille de présence, l'attestation de formation, etc., etc. Même si c'est une feuille, l'auditeur constate une attestation de formation vierge non remplie, donc techniquement le logo n'est pas encore mal utilisé, mais dès que vous allez le remplir, eh bien, ça va se retrouver sur un document mal utilisé, car ça sera un document unique. Et le dernier point, donc, c'est sur le papier en tête, car il est impossible d'en contrôler la diffusion et le contenu du document à terme, une fois rempli. J'arrête le sondage et on va lancer dans la foulée après le dernier. Donc, merci Raphaël. Donc, on espère avoir été relativement clair sur ce que l'on peut faire et ne peut pas faire quant à l'utilisation du logo. Nos équipes sont bien sûr toujours à disposition pour répondre lorsque nécessaire à vos sollicitations. Et il nous reste donc maintenant 3 choses à voir, enfin 3 slides concernant le fameux collecteur. J'en profite tout de suite pour lancer le dernier sondage qui fait référence en fait à quelle stratégie de différenciation mettre en place dans l'après Calliope. Nous avions hier une mer de Datadoké. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous distinguer? Face à l'océan des Calliope, que comptez-vous faire demain? Donc, on vous laisse répondre et on va nous diriger de ce pas sur le collecteur. Alors, qu'est-ce que le collecteur, Marc? Alors, le collecteur, c'est vrai. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé lors du précédent webinaire. C'est quelque chose qui me semble particulièrement important à partager avec l'ensemble des certifiés. C'est une mise en œuvre qui va être effective à partir du 1er janvier 2022, s'il n'y a pas de retard au démarrage. Et sachez que nous sommes en test depuis maintenant plus d'un mois en lien avec la DGEFP. Alors, je dis nous, ce n'est pas que l'ISQ, bien sûr, c'est l'ensemble des certificateurs. L'article R6316-5 du Code du travail, il y en a pas mal dans la formation des articles, précise que les organismes certificateurs et les instances de labellisation, donc ce sont celles qui sont reconnues par France Compétences, transmettent au ministre chargé de la formation, donc la DGEFP, la liste des prestataires qu'ils ont certifiés. Donc ça, ce n'est pas une nouveauté, c'est un texte de loi. Et les listes transmises vont alimenter une liste publique des organismes de formation qui sera disponible en open data et mise à jour quotidiennement. Très concrètement, c'est en fait sur cette liste qu'à partir du 1er janvier, les financeurs publics iront vérifier si vous êtes certifié et si oui, pour quelle catégorie d'action. C'est-à-dire que votre certificat papier que l'on peut vous adresser ou un certificat digital, c'est très bien, mais fera foi et uniquement foi cette fameuse liste qui sera mise à jour tous les jours. Et on va y revenir. Et qu'est-ce que l'on doit transmettre? Eh bien, on va devoir transmettre tous les jours un état actualisé de nos certifiés en précisant le numéro de déclaration d'activité, le fameux NDA,
le numéro sirène, les catégories d'actions que nous avons certifiées et la date de décision de certification ainsi que la fin de validité. Et ce sont ces éléments essentiellement, pour ne pas dire d'une façon exhaustive, que pourront aller contrôler, vérifier tous les financeurs publics et ou mutualisés. Et quand allons-nous transmettre la liste? Alors, la liste va être transmise quand? Eh bien, en fait, c'est une obligation qui est faite au certificateur une fois par jour, au moins, on nous dit même au moins une fois par jour. Donc, on va se limiter à une fois par jour quand même, le plus tôt possible, en sachant que le gouvernement, de son côté, mettra à jour la liste à 23 heures tous les jours. Les instances de labellisation ont un traitement un petit peu moins difficile que le nôtre, on va dire, puisque eux peuvent déposer leur liste à chaque modification. Petite différence avec les certificateurs qui sont dits coffraqués. Le fichier, par contre, lui, se doit être exhaustif et que si d'aventure, eh bien, il y a un OF qui n'était pas dans la liste, il sera de facto retiré de la liste du gouvernement. Donc, c'est aussi pour ça que nous avons près de 2 mois et demi de tests et que chaque certificateur, et pour nous, bien évidemment, à l'ISQ, nous avons fait les développements informatiques nécessaires pour nous assurer d'une remontée exhaustive et qu'il n'y ait pas d'impact sur vos opérations, bien évidemment. En sachant que dès lors que la certification vous a été retirée, nous devons bien sûr vous retirer de la liste. Et quels sont les enjeux pour les prestataires, ce collecteur et cette liste? Alors, c'est là en fait où peut-être une des slides les plus importantes par rapport à la mise en œuvre de cette remontée d'informations. Il y a 2 éléments majeurs que va vérifier le gouvernement. Ce sont vos numéros sirènes et votre NDA. Je dirais encore plus le NDA. Aujourd'hui, un NDA, nous pouvons être amenés à le perdre en tant qu'organisme de formation pour différentes raisons. Les plus courantes sont parce que vous n'avez pas eu d'activité de formation pendant 2 années de suite, parce que vous avez oublié de déclarer votre BPF, ou vous avez pensé l'avoir fait, mais la transmission n'a pas fonctionné. Et on s'aperçoit que quand bien même le BPF soit à établir au mois de avril-mai, eh bien, malheureusement, des retraits de NDA peuvent intervenir bien après. Typiquement, la semaine dernière, 3 certifiés se sont fait retirer leur NDA par défaut de transmission du BPF au mois de avril-mai. Donc, nous sommes au mois de novembre. Et donc, la semaine dernière encore, sur l'ensemble des plus de 1300, 1500 certifiés par l'ISQ, eh bien, 9 NDA ont été identifiés comme non actifs par la DGEFP. Jusqu'à la fin de l'année, j'ai envie de dire que ça reste avec un impact limité, parce que vous pouvez toujours vous prévaloir du certificat papier que nous vous avons transmis. Par contre, à partir du 1er janvier, dès lors que votre NDA sera reconnu comme inactif, vous serez automatiquement retiré de la liste par le ministère directement, pas par l'ISQ, pas par le certificateur, mais par le ministère. Et sachant que les financeurs publics iront consulter la liste du ministère, eh bien, tout NDA qui aura un problème, pour quelle qu'en soit la raison, se verra retiré automatiquement de la liste des entreprises et des prestataires potentiels pouvant accepter des fonds publics et mutualisés. Bien évidemment, nous sommes en train, nous avons pris des engagements de prendre contact immédiatement avec le prestataire lors de la transmission qui interviendra au plus tard à 16 heures chez nous et d'essayer de voir qu'est-ce que l'on peut faire pour éviter un problème de quelque nature que ce soit. Donc, on travaille, là, on a 9 cas pratiques qui nous servent de pouvoir un peu étalonner nos process, mais sachez que ça peut arriver et que quelquefois, les prestataires n'en sont même pas informés directement. Donc, attention, voici ce qui a un risque important à partir du début de l'année prochaine. J'en profite pour arrêter notre dernier sondage et vous remercier bien évidemment de votre participation à ces sondages. On garde toujours un petit peu un quart d'heure de questions-réponses. Je vois qu'on a tenu le timing, hein, il est 12h45.
Donc, Benjamin, qui est à la technique, derrière, le prompteur va nous donner peut-être les questions auxquelles on pourrait essayer de répondre en direct, mais avec grand plaisir. OK. Alors, je vais les reprendre un peu dans l'ordre d'arrivée. Donc, on ne va peut-être pas avoir les sujets qu'on était en train d'évoquer à l'instant sur les premières questions. Alors, une première question qui concerne l'état d'avancement des compétences qui sont validées par rapport à celles prévisionnelles du référentiel. Est-ce suffisant pour la progression pédagogique? Une grande question. Vous pourriez me répéter la question, monsieur? Alors, est-ce que l'état d'avancement des compétences qui sont validées par rapport à celles prévisionnelles du référentiel est suffisant pour la progression pédagogique? Ça, suffisant. En tous les cas, c'est un élément qui pourrait concourir à démontrer que vous avez une appréciation de l'atteinte des objectifs qui se doivent d'être opérationnels et évaluables. Donc, ça peut être un élément que un prestataire peut tout à fait valoriser à ce moment-là. Oui. D'accord. Une question pour toi, Raphaël, qui est toujours en rapport avec l'utilisation du logo Calliope. Est-ce que Calliope peut apparaître sur des cartes de visite? Signature mail, oui. Oui, je dirais que oui, ça peut apparaître, donc, mais en précisant toujours les catégories d'action. Ça va être en tout petit caractère, ou une grande carte de visite. OK. Est-ce qu'il est intéressant de renouveler une qualification lorsque l'OF a obtenu la certification Calliope? Alors, on est très content de la question, puisque c'est un petit peu le sujet de la quatrième question qu'on a posée par sondage. Et ce sera aussi une des thématiques de l'atelier, puisque l'ISQ va participer à un atelier dans le cadre de l'événement organisé par Centre Info les 30. L'atelier aura lieu, lui, le 1er décembre après-midi, avec 2 thématiques sur notre atelier. Un petit peu, quels sont les plus-values, les bénéfices de Calliope sur les organismes de formation au-delà de la conformité, mais c'est surtout quelle stratégie de différenciation. Une fois qu'on sera tous Calliope, c'est un petit peu ce qui a été évoqué aussi tout à l'heure. Gardez à l'esprit que Stéphane Rémy, de la DGEFP, nous rappelle à l'envi que Calliope est une certification de processus. Calliope n'est pas une certification de formation. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que vous ne pouvez pas mettre le logo sur des formations spécifiques. C'est l'organisme et ses processus qui sont certifiés. Donc, je crois que c'est une vraie réflexion qu'il va falloir que les organismes se posent. Hier, je prenais l'exemple, l'analogie, j'avais une mer ou un océan de data dockés, eh bien, certains se sont engagés dans des processus de distinction, comme le label OPQF. Mais demain, lorsque j'aurai 30 000 ou 35 000 organismes dits Calliope ou Calliope, comment vais-je pouvoir me distinguer ou faire valoir une qualité peut-être supérieure? Eh bien, c'est tout l'enjeu, peut-être d'aller chercher des qualifications, des reconnaissances qui viendraient compléter la reconnaissance et la certification des processus. Peut-être penser une certification de formateur, de la formation en elle-même, des modalités pédagogiques distancielles. Tout le monde ne maîtrise pas forcément le distanciel de la même façon. Et nous menons d'ailleurs une réflexion avec la Fédération de la formation ouverte à distance sur un potentiel label reconnaissant justement les formations à distance. Merci Marc. Je reste toujours sur nos petits logos. Ça entraîne pas mal de questions. Est-ce qu'on pourrait accoler le logo de l'ISQ pour communiquer sur l'organisme certificateur qui nous a audité et certifié Calliope, à côté du logo Calliope? Oui, vous pouvez l'utiliser à côté de logo Calliope sans souci. Nous vous remercions de penser à nous. OK, alors attendez, je cherche une petite question sur le logo. Tac. Alors, une question sur le collecteur. Donc, nous sommes bien d'accord que la complétion du collecteur, donc l'envoi des données, il se fait par l'organisme certificateur. Voilà, c'est une obligation qui est imposée à tous les certificateurs de remonter l'ensemble des éléments qu'on vous a présentés, à savoir à minima le SIREN, le NDA et les catégories d'actions pour lesquelles vous êtes tous certifiés, 1, 2, 3 ou 4, ainsi que la date de validité et la date d'échéance de certification. Super. OK. Ensuite, toujours sur le logo.
est-ce que, Raphaël, tu peux nous confirmer que le logo ne doit pas figurer dans les documents individuels type devis, fiche descriptive, etc. C'est confirmé. Non, vous ne pouvez pas l'utiliser, malheureusement. Super. OK. Bon, on va s'arrêter là avec les questions sur l'utilisation du logo. Je reviens plutôt sur les notions. Alors, imaginons, quel contrôle de la qualité de prestation des sous-traitants? Donc, j'ai deux questions qui se croisent. Si on fait appel à des sous-traitants après l'audit initial, doit-on prévenir le certificateur en amont ou peut-on en informer lors de l'audit de surveillance? En fait, typiquement, si on parle au cas particulier de l'ISQ toujours, vous pourrez bien évidemment nous en informer lorsqu'on va vous solliciter pour la programmation de l'audit de surveillance dans le formulaire qui est prévu à cet effet, où justement on va vous solliciter sur ce type de questions, en sachant que de toute façon, lors de la réunion d'ouverture et l'échange que vous aurez avec l'auditeur, c'est typiquement un sujet qui pourra être évoqué à ce moment-là. Donc, il n'y a pas d'obligation de vous informer avant l'audit de surveillance. Par contre, dès lors que la sous-traitance sera, en tous les cas, précisée et identifiée, eh bien, ceci vous ouvrira un nouvel indicateur pour ceux qui n'auraient pas été audités, qui est l'indicateur 27, où vous devrez démontrer les dispositions que vous mettez en place pour vérifier le respect de la conformité au présent référentiel par vos sous-traitants. Une question qui est plus de l'ordre du présentiel ou distanciel sur l'audit de surveillance. Sur les multisites, est-ce qu'on a forcément une surveillance en présentiel? Nous n'avons pas forcément, non. La surveillance, ça doit être à distance, ce sera à distance, sauf à ce que l'analyse de risque nous impose et nous conduise à en fait déterminer quelque chose en présentiel. Très bien. Alors, imaginons que ça s'est excessivement mal passé avec l'auditrice initiale. Est-il possible d'avoir quelqu'un d'autre? Oui, c'est ce que j'ai évoqué. Donc, bien sûr, d'une part, le certificateur peut prendre la décision de changer d'auditeur. Maintenant, lorsque l'on va vous solliciter quant à la programmation de l'audit de surveillance, on vous sollicite aussi sur la période souhaitée. Et lorsque vous prendrez contact avec, ou lorsque nos équipes prendront contact avec vous, si c'est avec l'ISQ, vous pouvez aussi solliciter un changement d'auditeur, comme vous devriez, je pense, pouvoir le faire avec l'ensemble des certificateurs. Alors, une question qu'on a déjà croisée. Les organismes de formation qui sont détenteurs d'un certificat Calliope et qui proposent de mettre à disposition, moyennant finance, leur certificat à d'autres OF. Alors, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de communication sur les réseaux et entre autres LinkedIn là-dessus, soit pour dénoncer ce type de pratique pour certains, soit pour d'autres de valoriser cette possibilité. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à tout le buzz médiatique qu'il y a là-dessus, plus les remontées d'un certain nombre d'acteurs dans le domaine de la certification, nous espérons que la DGEFP s'est saisie du sujet pour apporter des réponses concrètes et pratiques. Je ne partagerai pas mon avis personnel sur le sujet puisque je ne peux pas le faire. C'est noté. OK. Alors, en cas de déménagement d'un site après l'audit de surveillance, doit-on repasser un audit pour valider ce nouveau site? Alors, en fait, alors déjà, il n'y a jamais une réponse simple à ce type de question. Est-ce qu'on parle d'un organisme monosite ou multisite? Déjà, ça pourrait être nous donner une piste de réflexion. Sur un organisme monosite, si vous deviez changer en fait de localisation, vous êtes au numéro 32 à Boulogne, nous sommes à Boulogne et vous êtes dans une autre rue à Boulogne, vous avez une obligation de nous notifier, y compris d'ailleurs l'adresse de ce changement d'adresse, mais il n'y a pas de changement de NDA, donc normalement il n'y a rien, il n'y aura pas d'autre audit. Peut-être qu'on vous demandera de nous confirmer dans une lettre d'engagement, si on est en train d'y réfléchir, où vous engagez ou attester qu'il n'y a pas d'autre changement notoire que le simple changement d'adresse.
Maintenant, si vous nous dites, ah, nous étions à Lille et on a déménagé à Biarritz, au-delà du changement de NDA, par contre, en termes d'analyse de risque, il est vrai que là se pose la question de qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on fait un audit complémentaire? Est-ce qu'on repart sur un audit initial? Ce sont des sollicitations que nous avons adressées à la DGEFP et pour lesquelles nous attendons des réponses. Car dans l'exemple pris, je suis à Lille, je vais à Biarritz, il pourrait nous paraître peu probable que la continuité opérationnelle soit assurée avec les mêmes équipes, sauf à ce que vous partiez tous en bus. Donc voilà, en fonction de chaque cas est spécifique, mais sur ce type de changement, ça pourrait entraîner potentiellement, je dis bien potentiellement, un nouvel audit initial sur un nouveau numéro de déclaration d'activité. Très bien. Alors, je reviens juste sur... j'ai beaucoup de questions qui concernent le support de présentation et la rediffusion. Donc oui, à l'issue de cette édition et avant fin de semaine probablement, nous vous enverrons donc un email qui contient les liens vers la rediffusion qui vous redirigera vers notre chaîne YouTube. Vous retrouverez également sur notre site, dans l'espace blog, d'ici quelques jours, un article qui résumera dans les grandes lignes cette édition du webinaire. Et dans ce même mail, il y aura évidemment le support de présentation au format PDF. Voilà, une question sur le collecteur aussi à laquelle je me permets de répondre directement. On nous demande comment on s'assure de l'intégrité des données et comment on s'assure également de ne pas supprimer un OF qui serait certifié par mégarde. Alors justement, c'est à ça que sert la phase de test dans laquelle on est maintenant depuis plus d'un mois. C'est-à-dire qu'en fait, on part de notre base de données et donc des données qui sont fiables et consolidées, qu'on envoie directement via, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais automatiquement via des flux informatiques au service de la DGEFP. Donc, il ne peut pas y avoir d'erreur et quand bien même il y aurait une erreur, elle serait détectée aussi vite et corrigée dans la foulée. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'on se prend une petite... il nous reste une minute. Allez, j'essaye d'en trouver une. Allez, j'ai toujours une notion de distanciel. Si toutes mes prestations sont en distanciel, je ne fais que de la formation en distanciel, aurais-je mon audit en présentiel à mon siège social? Le texte de loi précise que l'audit initial doit se faire en fait dans les locaux du prestataire en présentiel, que si le prestataire n'a pas de locaux où il pourrait accueillir l'auditeur, charge à lui de s'entendre avec l'auditeur pour trouver un lieu d'échange et l'audit de surveillance se fait à distance. Donc le fait que je sois un prestataire de distanciel n'a pas d'impact sur le lieu de réalisation de l'audit, en fait. Merci Marc. Donc, le petit mot de la fin, on a tenu nos engagements sur le timing. Vous rappelez, donc, je crois que les inscriptions à l'événement de Centre Info sont possibles en ligne et c'est gratuit. Donc, vous avez un certain nombre d'événements, d'ateliers auxquels vous pourriez participer. Ça peut toujours servir sur votre veille légale et réglementaire, indicateur 23 et pas que. Je rappelle quand même que le 30, cette rencontre sur les 50 ans de la loi Delors, sur la loi de la formation, il y aura une ouverture réalisée par Elisabeth Borne. Va-t-elle profiter de l'événement et de l'occasion pour faire quelques annonces en lien, entre autres, avec quelques remontées des certificateurs? Je n'en sais rien. Mon petit doigt ne m'a rien dit, mais pourquoi pas. Et sinon, de vous rappeler quand même qu'il y aura une mise à jour de ce contenu le 14 décembre avec notre 3e webinaire sur les audits de surveillance. Si d'aventure des décisions importantes étaient annoncées lors de l'événement de Centre Info et qui a un impact direct sur la certification Calliope, bien évidemment, nous intégrerions ces éléments dans notre présentation. Si nous avons là aussi de plus amples informations sur la mise en œuvre de collecteurs et de ce qu'il risque de se passer ou comment pourrait être géré un retrait de NDA, bien sûr qu'on viendra aussi mettre à jour cette partie dans notre webinaire. Sachez qu'au-delà des webinaires, toute l'équipe de l'ISQ reste à votre disposition. N'hésitez pas à nous solliciter. Pour ceux qui connaissent nos adresses directes, un mail est simple et on se bloque un petit point Zoom ou téléphone avec grand
grand plaisir. Merci de votre attention, merci de vos questions, merci d'avoir répondu à notre sondage. Et nous vous souhaitons une très bonne fin d'année. Il nous reste encore un mois avant de passer la ligne d'arrivée. Belle poursuite, bonne fin de semaine et à très vite.